Voilà, on va rentrer dans la réalité de sa perception, de votre perception sur cette longévité, sur ce vieillissement. Et donc, c'est l'Institut ELAB qui a réalisé ce sondage. On a le plaisir d'accueillir Madame Laurence Bedeau, que vous êtes donc associée dans l'Institut ELAB. Et vous allez donc nous délivrer les premiers résultats de cette étude. Merci, bonjour à toutes et tous. Effectivement, je partage ce matin avec vous les enseignements de cette étude. Nous avons un petit problème pour faire défiler les slides. Qui ne devrait pas tarder, c'est pas grave. Comme quoi, on est vraiment en direct. On est en direct. C'est qu'on est vraiment en direct. Donc, on va faire passer les slides, si vous voulez bien, en régie directement. Merci beaucoup. Alors, premier constat frappant, effectivement, de cette étude, c'est que devenir vieux, c'est en fait perdre sa santé. Quand nous interrogeons les Français sur la perception, leur projection de l'âge auquel on devient vieux, ils établissent en moyenne cet âge à 71 ans. Or, l'âge limite pour rester en bonne santé est à 70 ans. Vous voyez que ces deux âges convergent et nous avons aujourd'hui vraiment une rencontre entre ce bien vieillir et rester en bonne santé. Ce qui est frappant, c'est que le tournant de la vieillesse et ce risque, cette menace que de tomber malade, eh bien, il recule avec l'âge des répondants. Plus on est jeune et plus finalement l'âge de la vieillesse et le risque de tomber malade est identifié, fixé relativement tôt. Ainsi, à titre d'exemple, vous avez pour les 18-24 ans un âge limite pour rester en bonne santé qui est établi à 64 ans, alors que pour les plus de 65 ans, il est à 78 ans. Finalement, plus on vieillit et plus on recule l'âge de la vieillesse, tout comme le risque de tomber malade. Nous avons aujourd'hui 40% des plus de 65 ans qui expriment cette peur de vieillir, quand ils sont 60% parmi les 18-24 ans. Vous le voyez, encore une fois, plus on est jeune et plus on redoute de devenir vieux. Je me cale. Voilà, nous y sommes. Merci beaucoup. C'est une inquiétude également qui est genrée. Vous le constatez, 49% des femmes expriment cette inquiétude que de devenir vieille, alors qu'ils ne sont que 41% parmi les hommes. Néanmoins, devenir vieux, c'est une somme de craintes, de peurs. La première d'entre elles, c'est la perte d'autonomie, le fait de devenir dépendant. 71% des Français expriment cette inquiétude, et c'est la première qui est exprimée, qui s'accompagne très souvent de la peur de perdre ses capacités mentales, perdre la tête. Bien devant, vous le voyez, finalement, cette peur d'un état physique se dégradant de façon générale, et peut-être aussi cette peur du paraître qui se dégrade avec l'âge. Viennent ensuite la peur des maladies, notamment des cancers, ou encore l'incapacité à se déplacer, ou le risque d'isolement, de solitude avec l'âge. Ce sont donc vraiment les deux inquiétudes les plus associées à la vieillesse. Alors, comment bien vieillir et comment rester en bonne santé? Les Français partagent un constat aujourd'hui extrêmement net, c'est celui de l'importance des pratiques individuelles et des pratiques de prévention qui sont liées à l'hygiène de vie. Il est aujourd'hui de l'ordre de la conviction, de la certitude pour une large majorité que c'est d'abord en agitant sur nos comportements à risque, notamment tabac, alcool, que nous pouvons effectivement rester en bonne santé. Au même niveau, quasiment, vous le voyez, que le fait d'avoir une alimentation plus saine, ce qui est de l'ordre de la certitude pour les plus de 65 ans, 100% le jugent utile. L'activité physique également est une pratique aujourd'hui dont on a conscience qu'elle contribue à bien vieillir et à rester en bonne santé, et cela très loin devant le fait de consulter régulièrement un médecin pour faire des bilans de santé. En termes de prévention, c'est aujourd'hui le parent pauvre en termes d'ancrage dans les pratiques de nos concitoyens. Il y a également des actions collectives qui sont attendues aujourd'hui par les Français, au premier rang desquelles le fait de favoriser l'accès aux soins. On parle d'accès à l'hôpital, de lutte contre les déserts médicaux et de réduction du reste à charge pour les patients. Les plus de 65 ans sont encore plus que la moyenne convaincus de l'utilité
de cette action. Mais il y a également un sujet qui monte beaucoup, qui est plus neuf, je dirais, dans l'opinion en termes de prise de conscience, c'est la question de la santé environnementale. Alors effectivement, le chiffre vous paraît plus faible, 89% juge utile le fait de mener des actions pour protéger l'environnement, mais c'est un chiffre qui est en fait énorme, parce qu'il y a finalement encore peu de temps, les Français n'établissaient pas un lien aussi net, direct entre la situation de l'environnement dans lequel ils évoluent et leur état de santé. Aujourd'hui, le lien est compris, connu et l'attente est très nette. Enfin, il y a la question, bien entendu, de l'investissement pour soutenir les progrès de la médecine et puis le fait de mener des campagnes de prévention massive dont on voit aujourd'hui l'utilité puisque la question d'hygiène de vie est clairement ancrée dans la conscience. Voilà, j'interviens juste pour souligner combien c'est important ces chiffres. C'est vraiment le cœur, je crois, de ce sondage. Et l'évolution, on va y revenir tout à l'heure avec Jean-Marie Robine, notre invité, justement sur cette évolution de cette prise de conscience. Parce qu'on avait l'an dernier fait un sondage, vous vous en souvenez peut-être, justement sur les modes de vie. Et on verra qu'il y a une évolution franche entre les deux. Donc ces chiffres-là sont extrêmement importants. Merci de les avoir vraiment bien commentés. Et puis enfin, vivre plus longtemps et mieux vieillir. Nous avons aujourd'hui, alors que nous sommes en pleine 5e vague du coronavirus, des Français qui sont finalement plutôt optimistes. Alors, je parlerai d'espoir plus que de certitude, mais vous avez une très nette majorité des Français qui aujourd'hui pensent qu'effectivement, il sera possible de vieillir plus longtemps chez soi. La fameuse question de l'autonomie, qui est la principale inquiétude liée au fait de vieillir, mais de vivre aussi plus longtemps. La question de l'espérance de vie, vous le voyez, le pronostic est plutôt positif, même s'il est un peu hésitant, puisqu'on a une majorité qui pense que probablement nous vivrons plus longtemps. Et puis enfin, vivre plus longtemps en bonne santé. 78% font le pari que oui, ce sera possible. Mais je parlais d'un optimisme prudent et d'espoir plus que de certitude, parce qu'effectivement, il y a aujourd'hui conviction que de nouvelles épidémies surviendront. Nous ne sommes même pas sortis de la pandémie actuelle, et c'est l'inquiétude qu'elle réduise durablement notre espérance de vie, et plus on est âgé, plus on a effectivement peur que ces pandémies, l'actuelle et peut-être les prochaines, ne viennent mettre un terme à ce progrès du bien vieillir dans notre pays. Merci beaucoup. Donc, vous voyez, on voulait vraiment partager ces chiffres avec un petit peu de temps pour que vous compreniez bien, en fin de compte, ce que vous ressentez, non seulement par rapport à cette perception de la longévité, de la vieillesse, mais aussi l'impact que ont vos modes de vie et cette pandémie qui a quand même un tout petit peu été à la fois un élément positif parce que c'est un accélérateur, en même temps un élément un peu freinateur parce que bien sûr ça crée le doute et on l'a bien compris pour les personnes âgées. On a le plaisir d'accueillir Jean-Marie Robine, vous êtes directeur de recherche émérite à l'INSERM, vous êtes chercheur associé à l'INED, qui est l'Institut national d'études démographiques, et vous avez créé un réseau qui s'appelle le réseau Espérance de vie en santé et donc qui se penche justement sur ces éléments, le réseau REVES. Alors, ce que je voulais, je vais dire aussi, il faut le dire, parce qu'en fin de compte, Jean-Marie Robine aussi a beaucoup travaillé sur Jeanne Calment. Vous avez été avec l'ami Allard, vous avez beaucoup travaillé sur cette personne qui est notre centenaire, bien évidemment, emblématique. Donc, je voudrais juste vous demander un petit commentaire sur le sondage avant de passer la parole à Jean-Michel Le Serre. Quand vous voyez ces chiffres, vous connaissez bien, en fin de compte, cette population. La démographie, c'est votre domaine. Quelle est votre réaction ? D'abord, bonjour, je suis très content d'être là avec vous ce matin. C'est passionnant, parce que ça révèle finalement ce que savent les Français. Et finalement, ils savent beaucoup de choses, mais en même temps, quelque part, ils ont un coup de retard, et c'est normal, parce que finalement, nous, on a découvert que le tabac était nocif dans les années 60, on a commencé à le communiquer dans les années 70, personne ne voulait nous croire, et en particulier pas les médecins, et maintenant, effectivement, tout le monde le sait, voilà. Donc, il y a ce genre de choses. Donc, le coup de retard, ça veut dire qu'on a pris conscience de voilà. C'est important. Mais dans le fond, on a vu les chiffres. C'est la première chose à faire, ne pas fumer, ne pas trop boire, faire du sport. Donc c'est pas la peine de faire des campagnes de prévention sur ces sujets. On va dire 100% de la population en est convaincue d'avance. Donc maintenant, convaincu, mais pas forcément actif. Oui, voilà. Donc alors à la fois il y a ce côté-là. Donc ça veut dire ça vient renforcer la place. Il faut des chercheurs, il faut des gens qui
pense un peu le futur, il faut des leaders, parce que sans ça, on voit bien qu'on est devenu... Mais c'est bien, cette pensée commune, elle est bien dans le fond. Tout le monde veut avoir des bonnes pratiques de santé et se préoccuper du bien-être animal ou de l'environnement. Donc oui, moi je suis fasciné par ces résultats, puis je suis fasciné aussi par ce côté, dans tous les chiffres que vous avez donnés, il y a comme une distribution normale, c'est-à-dire qu'il y a un quart, peut-être 40% des Français qui pensent que oui, on va probablement vivre plus longtemps demain, probablement plus longtemps en bonne santé, puis vous avez une plus petite partie qui en est sûre, et puis une petite partie qui en est pas sûre du tout, et donc on voit bien qu'en fait il y a une variété, une variabilité assez incroyable d'opinions, ce qui est aussi tout à fait normal. Et bien c'est quand même les jeunes qui ont le plus peur de vieillir. Ce n'était pas forcément une idée reçue, parce que quand on est jeune, on était relativement insouciant. Je ne vais pas vous dire, je ne vais pas vous raconter ma vie à moi, mais c'est vrai qu'on n'imaginait pas. Or là, c'est que ce soit eux qui soient les plus impliqués dans cette notion de mais qu'est-ce que va être demain, ça répond peut-être aussi aux problématiques actuelles. Oui, et puis c'est normal. Pour eux, c'est l'inconnu. La vieillesse, c'est tellement loin de là où ils sont. Donc c'est l'inconnu. Et l'inconnu a toujours fait peur, à part les explorateurs, mais qui sont sûrement aussi des grands peureux, mais qui savent dominer leur peur. C'est normal. Et c'est en avançant dans la vie qu'on découvre finalement toute la richesse de la vie. Alors je ne suis pas en train de dire que ça va être une grande partie de plaisir, mais on se rend compte que la vie est toujours différente de ce qu'on pense. Elle est pleine de surprises, alors des bonnes et des mauvaises surprises, mais tout ça est passionnant. Et finalement, c'est en vieillissant que les gens apprécient finalement beaucoup de côtés positifs, enfin, ou intéressants justement du vieillissement et de la vieillesse. Jean-Michel Le Cerf. Oui, je pense qu'il faut avoir un regard positif sur le vieillissement, parce que le vieillissement n'est pas une maladie, c'est un processus. La vieillesse, c'est un état. Et on peut vivre beaucoup de belles choses encore. Alors, le but, c'est de pouvoir les vivre au mieux, c'est important. Mais c'est vrai qu'on est assez frappé par le fait que les plus jeunes donnent un âge plus jeune pour le passage à la vieillesse. Ça me fait penser à ces personnes qui, dans un établissement de personnes âgées, disent la personne là qui a 92 ans, elle est vieille, et soi-même on a 90. Donc on considère que voilà, juste au-dessus c'est vieux, mais nous on n'est pas vieux, on n'est pas encore vieux. Comme si on voulait reculer un petit peu, avec peut-être quand même un risque de toute cette affaire-là, c'est un jour de considérer que puisque on veut vivre longtemps, on ne veut plus la mort, mais la mort fait partie de la vie. Et donc ça c'est important, parce que aujourd'hui avec Covid-19, on a quand même caché la mort, comme si c'était quelque chose qui ne pouvait pas exister, qu'on ne voulait pas voir. Il faut faire très attention à trouver cet équilibre, parce que de toute façon, ça fait partie aussi de notre existence, mais c'est aussi ce qui nous motive pour vivre. Et donc, il faut voir la vieillesse comme quelque chose de positif et non pas comme quelque chose qui est forcément toujours négatif. J'apprécie votre commentaire également là-dessus. Alors, vous avez commencé à poser des questions, donc on va les poser bien sûr à nos invités. Continuez, il y a marqué en bas, posez vos questions, n'hésitez pas. Jean-Marie Robine, il y a quelque chose, quand on a préparé ce colloque, qui m'a frappé, c'est que vous faites une distinction assez forte entre être vieux et vieillir. Oui, absolument. Mais d'ailleurs, dans vos propos, c'est ce que vous disiez quelque part. Moi, ce qui m'a toujours frappé, c'est chez les personnes âgées qu'effectivement, j'ai côtoyé peut-être plus que d'autres. Et puis surtout mes étudiants en sociologie ou en anthropologie qui, eux, s'intéressent aux aspects très qualitatifs. Ils m'ont rapporté souvent plusieurs fois des anecdotes de ce genre, où effectivement un monsieur de 96 ans disait oui, tous ces vieux de la maison de retraite, mais qui avaient autour de 85 ans. Ils font très nettement, les personnes très âgées, font très nettement la distinction en être vieux, et être vieux, c'est les autres, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est les gens qui sont malades, c'est les gens qui sont dépendants, c'est les gens qui sont déments, et puis vieillir. Mais vieillir, c'est dynamique. Vieillir, c'est pas être vieux. Et toutes les personnes âgées sentent bien qu'ils vieillissent. Et ça, les nonagénaires, les centenaires que nous avons rencontrés, très souvent disent « Oui, je vieillis, je sens, je marche moins, j'ai des difficultés, j'ai même éventuellement des douleurs, mais je fais, j'agis, je participe encore. Je suis pas comme ces vieux qui font plus rien. » Donc c'est très 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 clair. Vous aviez tout à fait raison. Être vieux, c'est un état, et peut-être qu'on peut être vieux à tous les âges de la vie.
Est-ce qu'on peut considérer en fait que la pandémie, ce qu'on a vécu, et cette crise sanitaire qui dure quand même, ça va faire 2 ans bientôt, est-ce que c'est pas en ça qui a un tout petit peu influencé ou biaisé les résultats? Biaisé. En tout cas, ça a fait évoluer un certain nombre de représentations. Est-ce que c'est un biais? Ça l'est si ça n'est que ponctuel. Peut-être que l'influence va être extrêmement durable sur les représentations de ce qu'est vieillir ou surtout du risque d'être malade. Et là où effectivement l'impact est majeur, c'est sur le fait d'avoir peur de vieillir chez les plus jeunes. Les choses ont considérablement augmenté de ce point de vue. Il n'y a pas très longtemps, il y a 2 ans, il y a 3 ans, quand on posait la question de la préoccupation pour la santé, c'était une préoccupation des plus âgés, de ceux qui étaient déjà vieux ou se sentaient vieillir et qui avaient peur de tomber malade. Pour les jeunes, la maladie était beaucoup plus lointaine, il n'y avait pas cette inquiétude. Et aujourd'hui, la santé est devenue une préoccupation universelle. Les jeunes ont redécouvert cette forme de vulnérabilité à la maladie, le risque d'être malade et donc d'être empêchés, voire de voir mourir les gens qu'ils aiment. Jean-Marie Robine, sur cet impact de la Covid et sur la façon qui a fait qu'on on voit peut-être la vie différemment, tout simplement. Ben oui, c'est évident. Enfin, tout le monde a constaté comment une bonne partie de nos personnes âgées, ceux qui vivent dans des maisons de retraite, ont été extrêmement maltraités. Il faudra qu'on revienne sur tout ça. C'est absolument incroyable. On les a condamnés à mort. Aujourd'hui, par exemple, et qui a envie aujourd'hui de finir sa vie dans une maison de retraite ou d'y travailler, tout simplement. Plus personne ne veut aller y travailler. Qui a envie d'aller travailler dans un mouroir quand on voit ce qui s'est passé? Non, mais c'est vrai que vous avez raison. Là, moi, j'avais pas regardé les choses sous cet angle-là, mais vous avez raison. Aujourd'hui, ma préoccupation, c'est plutôt ces 15 à 20% de personnes âgées qui sont pas vaccinées et qu'on ne sait pas qui c'est. On n'a aucune information en France sur cette population. C'est pas la population qui vit dans les EHPAD, parce que c'est vrai qu'on a été tellement choqués par ce qui s'est passé qu'on s'est donné les moyens de la vacciner. Cette population est aujourd'hui extrêmement bien vaccinée. Il n'y a plus de décès dans les EHPAD. Par contre, les personnes âgées qui meurent du Covid aujourd'hui restent des personnes âgées. Ce ne sont pas des personnes, on ne sait pas qui c'est. En fait, c'est des personnes qui sont isolées et hors du système de santé. Hors du système de santé. Et une des questions montantes aujourd'hui, mais est-ce que ces gens sont tout simplement soignés? Pas pour le Covid, pour tout simplement. Est-ce qu'on n'a pas une frange de la population très âgée? Parce que c'est des gens qui se sont jamais mariés, c'est des gens infertiles, c'est des gens qui n'ont pas eu d'enfants, c'est des gens qui n'ont pas de famille, c'est sûrement des femmes très âgées qui sont tout seuls. On avait tenu des listes, vous savez, après la canicule de 2003, les communes devaient ou s'étaient engagées à tenir des listes des personnes de plus de 90 ans résidant chez elles. Sûrement, certaines communes ont continué de tenir ces listes, mais rien n'est devenu obligatoire en France. Je pense que dans beaucoup d'endroits, ce genre de liste n'existe pas et que dans plein de communes de France, il peut vivre une quantité assez impressionnante de personnes de plus de 90 ans, surtout des femmes, qui n'ont aucun contact. Jean-Michel Lecerf. Oui, dans ma commune, il y a eu effectivement un rappel de la mairie vers les personnes qui étaient seules pendant la période de confinement pour alerter sur la nécessité de les repérer, de les identifier, de ne pas les laisser seuls. Mais c'est un vrai problème. Moi, je pense qu'il y a 2 événements quand même. Il y a celui effectivement des gens âgés qu'on a vu mourir et ça nous fait un petit peu peur. Enfin, moi, personnellement, mes beaux-parents sont dans un EHPAD et ils s'épanouissent de façon merveilleuse parce qu'il y a énormément d'activités et à 91 ans, ils sont très très bien. Bon, ça, c'est un premier phénomène et je pense qu'il faut revaloriser l'image des établissements de retraite. Et d'ailleurs, il faut peut-être les appeler autrement qu'EHPAD. Vous savez qu'il y a des propositions là-dessus. Ça, c'est une première chose. Et c'est pas le repoussoir, c'est pas le mouroir, heureusement, parce que sinon, on n'a pas envie d'y être. Puis il y a un deuxième phénomène aussi qui touche, à mon avis, les jeunes, c'est qu'on est dans un climat quand même d'apocalypse bagrade en permanence. C'est-à-dire qu'on nous dit toujours, le monde va très mal, tout va mal se terminer, la Terre va disparaître, etc. Mais ça crée une angoisse incroyable. Alors, bien sûr, il y a des problèmes environnementaux, tout le monde en est conscient, c'est tout à fait évident. Mais cette angoisse fait qu'on n'a plus envie de se projeter dans l'avenir. On n'a même plus envie d'avoir des enfants, ce qui est assez dramatique, parce que sans enfants, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de développement, il n'y a rien, il n'y a plus d'activité. Et donc, je crois que ça explique une partie quand même de ces réponses en disant, mais oh là là, mais on est tellement inquiet de demain, comment ça va se passer. Je pense qu'il y a eu des périodes dans notre histoire où l'inquiétude, on
plein milieu de certaines périodes du Moyen-Âge où il y avait la Grande Peste ou d'autres maladies comme celle-là, on avait d'autres raisons d'être plus inquiets. Aujourd'hui, quand même, c'est extraordinaire les moyens que l'on met à disposition pour la prévention et pour remédier à toutes ces difficultés. Alors, une première question pour vous, messieurs. Jean-Marie Robine en premier. Comment articuler la médecine dite de prévention, qui relève plutôt de comportement individuel, avec tout ce qu'on fait sur le plan général, c'est-à-dire les grandes campagnes, et on s'adresse là à l'ensemble de la population, on parle des modes de vie, des revenus, des lieux d'habitation. Comment est-ce que les deux peuvent, en fin de compte, fonctionner ? C'est une éternelle question, parce que voilà, oui, mais je veux dire, si on la connaissait, non, et puis globalement il y a deux écoles. Il y a les épidémiologistes qui se sont toujours plus intéressés au comportement individuel, dire aux gens il faut pas fumer, il faut pas boire, il faut faire du sport, etc. C'est très californien. Et puis on a les gens plutôt santé publique, on est plutôt sur la côte est, c'est très Boston, où c'est il faut y être éduqué, il faut faire des études, il faut avoir un niveau d'instruction, il faut connaître, il faut avoir des connaissances. Donc il y a effectivement un côté très santé publique qui va vers des grandes campagnes, et puis un côté plutôt individuel qui va vers les comportements individuels. Mais en même temps, on tourne en rond, parce qu'on sait très très bien que les grandes campagnes sont d'abord écoutées par les gens qui n'auraient pas besoin de les entendre, c'est-à-dire ceux qui font déjà bien, et que souvent les grandes campagnes sont mécomprises ou pas entendues par ceux à qui a priori elles s'adressent. Donc en fait, la santé publique, ça marche bien, c'est lorsque on impose une mesure aux gens sans qu'ils s'en rendent compte. Quand, par exemple, on rend l'eau potable. On ne demande pas aux gens s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le fait qu'on introduit on introduit de l'eau de javel, de la javel dans l'eau, voilà. Et pourtant, c'est bien des produits bizarres qu'on introduit dans leur corps. Voilà. Donc c'est juste pour dire, à ce moment-là, ça fonctionne. Et ça veut dire qu'il faut passer à un autre niveau en plus. Moi, je pense que l'avenir, c'est pas d'être dans la santé publique traditionnelle, avec des grandes campagnes où on laisse encore les gens finalement libres ou pas de choisir, mais c'est vraiment de faire bénéficier les gens d'un environnement qui est globalement meilleur. Et ça renvoie à ce que vous disiez sur l'environnement. Peut-être pas exactement dans le sens où prendre soin de la planète, de la biodiversité, mais d'être conscient que pendant des années et des années, on a effectivement travaillé sur les comportements individuels ou sur les facteurs sociaux, et peut-être qu'on a mangé notre pain blanc, mais par contre, on a laissé de côté d'autres facteurs qui sont très importants, qui sont les facteurs environnementaux en général. On sait en France, hein, c'est des calculs faits par l'INSEE depuis très très longtemps, que les différences d'espérance de vie sont de 7 ans entre un ouvrier et un cadre. Par contre, ce qu'on sait beaucoup moins en France, et ce sont des études qui ont été menées en Angleterre, c'est lorsqu'on passe d'un quartier favorisé à un quartier défavorisé en prenant une ligne de métro qui traverse une grande ville, on a des écarts de 14 ans d'espérance de vie. C'est-à-dire qu'on les double. Et ce doublement d'écart d'espérance de vie, c'est évidemment dans les quartiers les plus défavorisés, il y a aussi les ouvriers, on les retrouve là, mais on est surtout dans des quartiers, finalement, où en termes d'environnement, ça ne va pas du tout. C'est les quartiers les plus pollués, c'est les quartiers où il y a le plus de bruit, c'est les quartiers où il y a le plus de criminalité. Et à l'opposé, on a effectivement les quartiers où l'environnement est le plus favorable, à la fois parce que l'air est de qualité, mais en même temps parce qu'on peut aller faire du sport tranquillement, parce qu'on a en faisant du jogging ou quoi que ce soit, parce qu'il n'y a pas de risque d'agression. Donc il faut effectivement, moi je pense que l'avenir est là, à côté des deux grandes familles de facteurs agissant sur la santé, qui sont les facteurs individuels ou les facteurs sociaux, c'est les facteurs environnementaux. Alors, pour revenir sur ce que vous disiez à l'instant, sur les campagnes de prévention, c'est vrai qu'un rapport de la Cour des comptes tout récent a mis le doigt justement sur le fait que ces campagnes, qui sont quand même relativement chères, n'ont pas une rentabilité, entre guillemets, extrêmement importante, puisqu'en effet, c'est plutôt les gens qui sont déjà concernés qui écoutent et qui les font. Mais donc, justement, la contrepartie, c'est en individuel, et je reviens à votre sondage, où là, vous évoquez que, en fait, le médecin généraliste, même s'il arrive, je crois, en 3e position, est quand même devenu un interlocuteur. Et donc, ce besoin d'accès aux soins, ce besoin de dialogue singulier semble paraître dans vos chiffres. Il est le premier interlocuteur de confiance avec lequel on ose s'exprimer, on ose dire. Mais il y a quand même un rapport paradoxal, c'est-à-dire qu'on aime beaucoup son médecin, mais on a tendance aujourd'hui à y aller le plus tard possible, quand on est empêché dans son quotidien par des symptômes un peu handicapants. Donc,
le rapport au médecin est beaucoup plus dans le fait de soigner, de guérir, que de prévenir ou de dépister. C'est en ça aujourd'hui qu'en termes de prévention, le médecin n'a peut-être pas encore toute sa place parce que les Français ne le perçoivent pas de cette façon et ont tendance à gérer la prévention à la maison par l'hygiène de vie, ce qui est déjà beaucoup, mais peut-être pas tout à fait suffisant. Mais Jean-Michel Le Serre, est-ce que c'est pas tout simplement parce que le médecin, n'a pas le temps, c'est un élément assez classique parce qu'en fin de compte, les consultations sont assez fréquentes. Et deuxièmement, est-ce que lui-même, individuellement, en tant que citoyen, est sensibilisé à cette chose-là ? Je crois que c'est un petit peu un double mouvement. D'une part, le médecin, il a autre chose à faire. Et puis, dans sa formation, dans sa mission, c'est soigner. Les gens le considèrent comme un soignant avant tout. Ils vont voir pour the cure, comme on dit. Mais en même temps, il n'a pas forcément le goût, la compétence pour cela, et le patient ne le prend pas comme un interlocuteur. Chez nous, à l'Institut Pasteur de Lille, on a un centre de prévention où on a de temps en temps des médecins généralistes qui disent moi j'abandonne la médecine générale parce que maintenant j'ai envie de pouvoir me consacrer à la prévention. Quand je suis en médecine générale, j'ai l'impression que je ne peux pas remplir ce rôle. Et donc c'est à mon avis, c'est aussi une appétence et une compétence qu'il faut créer. Alors moi j'avais, si tu permets Alain, un petit commentaire par rapport à ce que vous venez de dire, Jean-Marie Robine. Vous avez dit, oui, il y a la côte Est et la côte Ouest des États-Unis, donc j'ai bien apprécié, mais il y a aussi la dimension latine qui n'existe pas ailleurs. Et nous sommes quand même des latins. Et il ne faut pas oublier que le bien vieillir, c'est aussi quelque chose qui est le comportement social, l'agrément de vivre ensemble, l'agrément de manger aussi. Et donc, si on est toujours dans cette obligation, avec les discours de santé publique qui sont « faut pas faire ci, faut pas faire ça », les gens, ils ont du mal quand même, surtout notre tempérament latin, à dire « mais oui, mais vous me dites que je dois faire tout ça, mais moi, mon plaisir, c'est aussi voilà, ce temps passé à partager des choses avec des amis, etc. » Et je crois qu'il ne faut pas oublier qu'il faut prendre aussi la prévention de ce côté-là. Je crois que c'est un élément tout à fait essentiel, à mon avis, pour bien comprendre, pour qu'on fasse passer les bons messages. Je suis entièrement d'accord avec vous. Je rebondis aussi là-dessus. Est-ce que le problème de la prévention n'est pas aussi dans le fait que les résultats sont relativement à long terme ? Il y a une notion d'inertie dans tout cela. Est-ce que ce n'est pas une des problématiques ? Parce que autant quand on est soigné, on va mieux tout de suite, ou on va mieux dans les quelques jours qui suivent. Et là, les gens qui font de la prévention, les gens qui regardent ceux qui font de la prévention comme vous nous dites oui mais ça prend du temps, puis peut-être que déjà c'était avant, et on y reviendra d'ailleurs tout à l'heure, les 1000 premiers jours de la vie en quelque sorte. Cette notion d'inertie, est-ce qu'elle n'est pas au centre du problème de la prévention ? Oui, tout à fait, et il n'y a pas que par rapport à la prévention, c'est que nous sommes dans l'immédiateté, nous vivons dans l'immédiateté et nous espérons tout le temps, voilà, nous avons une action et on veut un résultat tout de suite. Et dans ce qui nous préoccupe aujourd'hui, la longévité en bonne santé, nous sommes en plein dans le champ de l'inertie, pour reprendre votre mot. Il y a une inertie biologique absolument incroyable. Aujourd'hui, on pense que des facteurs essentiels pour notre bonne santé, c'est-à-dire moi je suis un petit garçon maintenant devant vous, dans une centaine d'années, donc on parle le siècle prochain, mais si les facteurs déterminants, c'est quand je suis un tout petit garçon ou je suis tout petit, c'est dans le ventre de ma maman en fait. Donc quand elle a une trentaine d'années, mais l'œuf dont je suis issu, il s'est développé entièrement lorsque ma maman était un fœtus dans le ventre de sa propre maman, ce qui nous renvoie 60 années en arrière. Et alors, ce qui est très important, c'est de savoir, ma grand-mère maternelle, mais est-ce qu'elle mangeait bien ? Est-ce qu'elle vivait dans un endroit avec beaucoup de pollution ? Est-ce qu'elle fumait ? Enfin, qu'est-ce qu'elle faisait ? Est-ce qu'elle faisait du sport ? Et c'est sûrement ça qui peut expliquer que mes performances de longévité en bonne santé aujourd'hui, ou une bonne partie. Donc, vous voyez cette inertie biologique absolument fantastique. Là, je vous arrête tout de suite. Ça veut dire qu'en fin de compte, je ne peux rien faire, alors. Non. Alors, avant. Ça veut dire qu'on ne peut pas être pessimiste. Ça veut dire que, par exemple, si on arrêtait tous les progrès aujourd'hui, dans le fond, on peut dire on va vérifier tout ce qu'on sait aujourd'hui, tout ce qu'on a déjà mis en œuvre, on va vérifier vraiment leur effet sur le petit enfant d'une petite fille qui naît aujourd'hui.
une petite fille qui naît aujourd'hui, on va voir combien de temps va vivre son petit enfant. Et si on gèle tous les progrès, mais geler tous les progrès, c'est complètement impossible. Si on prend par exemple un des derniers progrès, un des progrès qui s'est diffusé le plus vite à travers le monde, ça a pris 30 ans entre le moment où on a vu apparaître sur nos écrans de télévision le premier téléphone portable et le jour où on a tous maintenant des smartphones dans nos poches. Donc en fait, entre cette inertie biologique, cette inertie démographique et cette inertie de l'invention et de la diffusion du savoir, rien ne peut se passer sur la durée d'un mandat, j'allais dire, électoral. Enfin, vous voyez, il nous faut plusieurs décennies pour voir l'effet de nos actions. Alors, je vais poser la question parce qu'en fait, elle est intéressante, mais c'est un des grands problèmes de la prévention, bien évidemment. C'est un professionnel de santé qui est formateur en prévention santé et qui nous dit, en fait, le vrai problème, c'est le budget prévention primaire pour éduquer et rendre les Français acteurs de leur santé est très pauvre. Et c'est vraiment un petit pourcentage du budget national. Comment est-ce qu'on peut répondre à ça? Parce que c'est un éternel problème de dire qu'en fin de compte, on n'a pas d'argent pour le faire. Et que tant que la prévention sera quelque chose qui sera à la charge, en fin de compte, de l'acteur de santé qu'est la personne, on ne va pas forcément résoudre la question. Mais on ne peut pas répondre à ça, parce que cette question, elle était déjà là il y a 40 ans. Moi, quand j'ai commencé à travailler pour l'INSERM, il y avait un tout petit budget pour la prévention, et 3%, je crois, et on disait 3% des dépenses de santé, c'est pour la prévention. On ne dépense pas assez, si on dépensait plus. Mais le problème, c'est que, et on le sait bien, les gens qui sont des acteurs dans le champ de la prévention, si on me donnait plus d'argent, je ferais quoi ? Donc en fait, le problème, c'est pas là, c'est que si on savait ce qu'il fallait faire, on le mettrait en place. Et on ne peut pas aller beaucoup plus loin qu'au-delà de ces messages de manger équilibré. Enfin, je veux dire, de fait, il n'y a rien de nouveau. Alors, il y a des choses qui marchent, et c'est assez intéressant, ça peut répondre à plusieurs de nos questions de ce matin. Par exemple, tout ça dans un cadre où on veut officiellement démédicaliser. À Strasbourg, on a mis en place, ça a été mis en place à Strasbourg, pour rendre les gens plus autonomes, plus indépendants, etc. Ils ont mis en place le sport sur ordonnance. C'est quand même paradoxal. Pour promouvoir l'indépendance des gens, on médicalise une activité qui a priori n'est pas du tout médicale, clinique, qui est de faire du sport. Et donc, il y a, je ne sais pas, 200 médecins ou quelque chose comme ça qui ont joué le jeu, et ils avaient la possibilité sur ordonnance de prescrire du sport à leurs patients âgés de plus de 65 ans. Tout était gratuit. Vous allez dans un des centres de sport de la ville de Strasbourg, et pendant 6 mois, vous allez essayer avec des coachs tout ce que vous pouvez essayer, c'est gratuit, et l'espoir, c'est que la personne trouve un sport qui lui plaise, et puis après, ça fonctionne tout seul. Ça a marché du tonnerre de Dieu. Et après 6 mois, les gens ne veulent pas que ça s'arrête. Et les gens disent, mais moi, je suis prêt à payer, mais je veux que ça continue. C'est-à-dire, je veux continuer à fonctionner dans ce domaine-là, et je veux que le sport me soit prescrit par mon médecin. En fait, les gens recherchent, moi, je dirais pas des coachs. Oui, mais par rapport au terme de prévention, parce que j'ai été très sensible à ce que vous disiez. En fait, le mot prévention est un mauvais mot parce qu'on prévient, on interdit. Et en fait, il ne faut pas interdire. Vous avez tout à fait raison. Moi, tous mes travaux, c'était sur l'espérance de vie en bonne santé. Moi, je vis à Montpellier. Enfin, donc j'ai cette culture méditerranéenne du bien vivre. C'est évident. Ce qu'il faut, c'est promouvoir, la bonne bouffe, quoi. Enfin, mais pas dans le mauvais sens du terme. Enfin, c'est les bonnes relations sociales, les bonnes relations sexuelles. C'est-à-dire ce qu'on aurait besoin, dans le fond, c'est des coachs de vie, des gens qui nous entraînent vers le bon côté de la vie. Ce n'est pas forcément le médecin qui prescrit les choses. C'est vrai que c'est un peu paradoxal. Laurence Bedeau. Oui, je rebondis là-dessus parce que j'ai le sentiment aussi, à travers les résultats de l'étude, que les Français n'ont pas peur de vieillir, ils ont peur de mal vieillir. C'est-à-dire qu'ils ont peur de perdre leur autonomie, ils ont peur de se retrouver isolés. Donc le sujet n'est pas tant de vieillir, effectivement, que de bien vieillir. Et c'est ça tout le sujet de la longévité pour les Français. Bien vieillir ou vieillir bien ? Oui, vieillir bien, c'est bien. Je suis assez d'accord sur cette phrase. Moi je ferai un petit commentaire et puis après une blagounette, si vous permettez quand même. Préparez-vous. Qu'on soit un peu dans la détente. Alors, finalement, si on avait de l'argent, il faudrait qu'il serve d'abord à enrichir la société. Parce que le vrai problème de la longévité, c'est du côté des personnes pauvres, vous l'avez dit. Et c'est vrai que quand on est dans un environnement avec des moyens qui sont un peu plus satisfaisants, ça
va mieux. Régulièrement, je traverse aussi, comme vous, des endroits où il y a des poubelles ou qui sont jetées par terre, où c'est sale, etc. On n'a pas envie de vivre dans cet environnement. Je me rappelle, je m'occupais de personnes handicapées à un moment donné, et le directeur avait dit, on va mettre dans cet établissement des beaux objets, des beaux meubles, des beaux divans. Comme ça, les gens n'auront pas envie de le casser. Et au plus c'est beau, au plus il y a des arbres, au plus on est bien, au plus on a envie finalement de vivre. Donc, je crois que cette dimension-là, c'est un devoir des pouvoirs publics qui est extrêmement important. Parce qu'après, la prévention, c'est individuel. Alors après, la blagounette, c'est la suivante, mais c'est le médecin qui est nutritionniste, c'est-à-dire moi. Le patient lui dit, docteur, vous m'avez dit que je devais manger moins, ça va me permettre de vivre plus longtemps. Vous m'avez dit que je vais arrêter de fumer et de boire. Ça va me permettre de vivre plus longtemps. Alors le médecin dit, écoutez, je ne sais pas, vous n'allez peut-être pas vivre plus longtemps, mais ça va vous paraître vraiment beaucoup plus long. Voilà, bon, écoute, voilà. c'est un espoir comme un autre. C'est à ne pas trop répéter. Mais pour dire que quand même, il faut qu'on ait un discours qui soit entendable, qui soit positif. Bien sûr, le tabac et l'alcool sont à proscrire, ou en tout cas pour l'alcool à diminuer, le tabac à proscrire. Mais je crois qu'il faut qu'on ait aussi quelque chose qui soit entendable dans cette dimension sociale. Alors pour clore cette première session, je voudrais demander à chacun de nous dire un petit peu le message, c'est-à-dire ce qu'il a retenu, ce qui lui paraît l'élément capital. On commence par vous, Laurence. Je crois que je reviendrai sur cette inquiétude qu'ont les Français, non pas de vieillir, mais de perdre la santé et de perdre ce qui fait la vie et le plaisir de vivre. Et cette question de l'autonomie qui renvoie aux images terribles qu'on a pu voir dans les EHPAD, de cette peur de l'isolement, la peur de perdre la tête aussi, c'est-à-dire tous les éléments qui font le bien vivre au quotidien sont au cœur des inquiétudes. Les messages de prévention sont bien passés sur de très nombreux sujets. Il y a en revanche encore de très nombreuses attentes collectives en termes d'investissement, d'accès aux soins. Moi, je reviens quand même sur ce sujet et je pense que la pandémie a aussi rappelé que cet enjeu d'accéder à l'hôpital pour certains, du sujet des déserts médicaux, quand on parle d'avoir un médecin comme interlocuteur, encore faut-il en avoir un. Et je pense que ce sont aujourd'hui des compagnons importants pour vieillir bien et que si le sujet est individuel, il ne peut aussi qu'être collectif, en tout cas en termes de représentation pour nos concitoyens. Jean-Marie Robine, vous avez une baguette magique, vous faites quoi? Là, je vais donner un message d'espoir. Allez. Parce que, et je vais rebondir sur ce que vous avez dit. On sait qu'aujourd'hui, l'espérance de vie, depuis une dizaine d'années, n'augmente plus tellement. Donc, on est sorti de cette période de gain de 3 mois d'espérance de vie tous les ans. On voit que l'espérance de vie sans incapacité suit, bon an, mal an, l'espérance de vie totale. Mais bon, on a toutes ces craintes. Donc il n'y a pas des progrès fulgurants aujourd'hui sur la mortalité, il n'y a pas des progrès fulgurants sur l'incapacité. Mais il y a un domaine, et c'est complètement inattendu, il y a un domaine où il y a eu des progrès fulgurants, c'est sur l'état cognitif des personnes âgées. Toutes les enquêtes, et ça ne s'est pas diffusé, ça c'est une information qui ne se sont pas diffusées, toutes les enquêtes menées au Japon, aux États-Unis, en France, en Angleterre, partout, qui ont commencé dans les années 80 ou dans les années 90, toutes ces enquêtes sur les personnes âgées, qui ont effectivement, les premières ont tiré le signal d'alarme en signalant cette détérioration cognitive ou cette fréquence qui augmentait avec l'âge de la dépendance, de la démence, qui ont été répétées, font tous le constat. Après 20 ans, il y a une amélioration considérable dans le niveau de fonctionnement cognitif des plus de 65 ans, quel que soit l'âge. Alors, on a 2 ou 3 explications pour cette affaire. C'est d'une part le niveau d'éducation de la population âgée. En fait, on a beaucoup parlé de la démocratisation de l'enseignement, qu'on commençait à peu près partout dans les années 60, mais une quarantaine d'années plus tard, cette démocratisation de l'enseignement conduit à une démocratisation de l'enseignement chez les personnes de plus de 65 ans. Donc en fait, on a des corps de personnes âgées qui ont été instruites et qui ont été de plus en plus instruites. Et suite à cette instruction, ces personnes âgées ont eu des métiers avec des composants cognitifs de plus en plus importants et donc en fait ils ont été entraînés toute leur vie à faire fonctionner leur cerveau mais beaucoup
beaucoup plus dès l'école et après pendant toute la vie. Donc on a un niveau de fonctionnement cognitif de nos populations âgées aujourd'hui qui est bien supérieur à ce qu'il était il y a 20 ans. Donc même avec un déclin, et vous savez que c'est le problème de la démence ou de l'Alzheimer, c'est qu'en fait il faut atteindre un certain seuil de mauvais fonctionnement cognitif pour être repéré par les autres, par son médecin comme étant dément, comme étant Alzheimer. Et donc si on part de plus haut, d'un niveau de fonctionnement cognitif plus élevé, eh ben, même si on a un déclin important, on ne va pas toucher ce seuil pathologique. Voilà. J'aime bien votre petit message d'espoir final. Voilà. Madame, monsieur, merci beaucoup. Alors, vous restez bien sûr avec nous. Alors, vous allez voir, il aurait bien aimé être avec nous d'ailleurs. Il va porter témoignage parce qu'en fin de compte, il est quand même dans un âge avancé. Il va bientôt avoir 80 ans. Et on l'a interviewé pour lui demander quelles étaient ses recettes, comment est-ce qu'on fait pour rester jeune. Regardez. Comment faire pour rester jeune? Chacun a sa recette. Moi, j'ai la mienne. J'ai écrit un livre qui a pour titre « Il faut du temps pour rester jeune ». Pour rester jeune, eh bien, il faut commencer à y penser très tôt. Moi, j'ai commencé très très tôt. Dès que j'ai eu 20 ans, 22 ans, je me disais « Mais comment je serai à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans ?» Et dès que je rencontrais des seniors, tenez par exemple, j'étais le stagiaire de Léon Zitrone. J'avais 20 ans, il en avait 50, c'était le jour de son anniversaire. Et je lui ai demandé, Monsieur Zitrone, j'ai 20 ans, est-ce que je serai encore à la télévision à votre âge? Il m'a dit, ça dépendra de vous et de votre vie et de votre santé. Alors je me suis occupé de ma santé. Voilà, je me suis occupé de ma santé très tôt. Très tôt, il faut dire que je suis fils et frère de médecin. Donc hypocondriaque en plus, c'est un secret pour personne. Donc la jeunesse, il faut y penser très tôt. Et moi, dès l'âge de 20 ans, j'ai tout fait pour ne jamais entamer le seul capital qui est important, justement la santé.